Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Claire, j'ai 61 ans. Je vis seule dans un petit cottage au bord de la mer à Annecy, en France. Cette maison appartenait à mes parents. J'y suis née, je m'y suis mariée et j'y ai élevé mon fils unique. Les murs gardent encore les sons heureux d'autrefois. Mais maintenant, c'est surtout le silence qui règne. Mon mari, Javier, est décédé il y a 9 ans. Depuis, les pièces semblent plus grandes et plus vides. Je passe mes journées à faire le ménage, à lire de vieilles lettres et à arroser les fleurs que Javier avait plantées. J'essaie de ne pas pleurer en voyant sa chaise vide ou en touchant ses vieux livres. Mon fils, Daniel, vit maintenant en Australie. Il est parti à 20 ans pour étudier et il n'est jamais vraiment revenu. Il est devenu ingénieur, a trouvé un travail, rencontré une femme nommée Anna et construit une vie loin d'ici. Il a 2 filles que je n'ai vues qu'en photo. Au début, il appelait et envoyait des emails. Parfois, il postait des cartes postales de Sydney. Puis, les appels sont devenus plus courts. Les emails ont cessé. Sa voix est devenue comme une chanson qu'on entend au loin. Pourtant, j'attendais. Chaque matin, je regardais mon téléphone. Je souriais devant ces anciens messages comme s'ils étaient nouveaux. Je gardais ses dessins d'enfance sous mon lit. Je priais pour lui chaque nuit, même s'il ne pensait plus à moi. Puis, un après-midi, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai entendu frapper à la porte. C'était étrange. Plus personne ne frappe. Le courrier arrive simplement dans la boîte. J'ai ouvert la porte lentement et c'était lui, Daniel. Il se tenait là, silencieux, avec une valise. Il avait l'air fatigué, plus mince, avec des cernes sous les yeux. Mais je n'ai ressenti que de la joie. Je l'ai immédiatement serré dans mes bras. Après toutes ces années, mon fils était de retour. J'ai préparé du thé et sorti les biscuits aux amandes que je garde pour les jours spéciaux. Il s'est assis à la table de la cuisine, regardant autour de lui. Il a dit que tout semblait exactement pareil. Je lui ai dit que la maison n'avait pas changé. Elle était seulement devenue plus vieille et plus silencieuse. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Il y avait trop d'émotions. Mais plus tard, il s'est confié. Il m'a dit qu'il m'avait manqué, que la vie avait été trop pleine. Le travail, la famille, les responsabilités, c'est ce qui l'avait éloigné. Je ne voulais pas lui en vouloir, je comprenais. Mais j'avais attendu si longtemps et son absence avait laissé un vide dans mon cœur. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il voulait m'emmener en Australie. Il a dit que je ne devrais plus vivre seule,
qu'il y avait de la place chez lui et que ses filles voulaient rencontrer leur grand-mère. Je pourrais avoir ma propre chambre, ma propre vie, mais en famille. Je ne savais pas quoi dire. J'ai regardé autour de moi. Chaque chaise, chaque tasse, chaque photo avait une signification pour moi. Est-ce que je pouvais vraiment tout quitter? Mais Daniel était mon seul enfant. J'avais toujours rêvé d'être proche de lui à nouveau. Était-ce cela que j'attendais depuis tout ce temps? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai repensé au jour où nous avions ramené le petit Daniel à la maison. Je me souvenais de ses petits pieds courant sur le sol, de son rire remplissant la pièce. Cette maison avait connu tant d'amour. Est-ce que je pouvais lui tourner le dos? Le lendemain matin, Daniel avait l'air sérieux. Il a dit que la maison était trop vieille et trop isolée. Il a dit qu'il était temps d'aller de l'avant. Il m'a proposé de s'occuper de tout. Il a dit que l'argent de la maison nous aiderait à construire une nouvelle vie en Australie. Je lui ai demandé s'il en était sûr. Il a souri et dit que c'était la bonne décision pour nous deux. Dans les jours suivants, j'ai fait mes valises lentement. J'ai donné quelques meubles aux voisins, j'ai donné de vieux vêtements à l'église, j'ai gardé une petite valise avec quelques robes, mon livre de prière et l'écharpe de Javier. Tout le reste est resté derrière. Daniel m'a aidé avec les papiers et nous avons vendu la maison. L'argent a été versé sur son compte pour gérer le voyage et le déménagement. Tout cela ressemblait à un rêve. Un instant j'étais ici et l'instant d'après je fermais la porte pour la dernière fois. J'ai embrassé le mur doucement et chuchoté un adieu à Javier. À l'aéroport, je me sentais nerveuse et glacée. Daniel portait ma valise et m'a dit de m'asseoir. Il a dit que la porte d'embarquement était loin et qu'il allait chercher un fauteuil roulant pour moi. Il m'a dit d'attendre là, qu'il reviendrait dans 5 minutes. Je l'ai regardé s'éloigner, croyant ses paroles. Je pensais que nous étions enfin réunis. Je croyais que c'était un nouveau départ. L'aéroport était rempli de bruit et de monde, mais je me sentais calme. J'avais retrouvé mon fils. 10 minutes passèrent, puis 20. J'attendais en silence, mais quelque chose dans mon cœur commençait à me sembler étrange. Je regardais chaque homme qui passait, espérant voir Daniel, mais il ne revenait pas. Au bout de 30 minutes, je suis allée au comptoir et j'ai demandé à une jeune femme si elle avait vu mon fils. Je lui ai dit qu'il était parti chercher un fauteuil roulant. Elle avait l'air confuse et m'a répondu que personne n'en avait demandé un. Je me suis rassis et j'ai attendu. 40 minutes passèrent, puis 50. Je tenais mon sac serré contre moi. Mes mains étaient froides. Je ne savais plus quoi penser.
Un homme en uniforme sombre m'a remarqué. Il s'est approché et m'a demandé si j'attendais quelqu'un. Je lui ai tout raconté. Il m'a écouté avec gentillesse et m'a demandé le nom de Daniel ainsi qu'une photo. Je lui ai montré le billet d'avion et une petite photo que je gardais dans mon sac. Il m'a dit qu'il allait vérifier et m'a demandé de rester là. J'ai hoché la tête et je suis restée assise. Mon cœur battait vite maintenant. Je fixais l'entrée, mais au fond de moi, je savais déjà la vérité. L'agent est revenu et s'est assis à côté de moi. Sa voix était douce, comme celle de quelqu'un sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Il m'a dit que Daniel avait déjà embarqué, seul. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas pleurer. Je fixais le sol en serrant l'écharpe de Javier contre ma poitrine. Mon fils m'avait laissé. Avant de continuer mon histoire, je veux poser une question. D'où m'écoutez-vous? Juste savoir que quelqu'un est là me donne de la force. L'agent n'a presque plus parlé après ça. Il est simplement resté à côté de moi, regardant mes mains trembler. Je ne pouvais pas lever la tête. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Une partie de moi espérait encore que Daniel revienne en courant, qu'il dise qu'il y avait eu une erreur, que le vol était retardé ou qu'il avait oublié quelque chose. Mais je savais. Il était parti et il avait tout emporté. J'ai chuchoté presque pour moi-même. Il m'avait promis. Il avait dit qu'on partirait ensemble. Il avait dit que je ne serais plus jamais seule. L'agent hocha lentement la tête. Je suis vraiment désolée, madame. J'ai fermé les yeux. J'avais envie de crier, mais aucun son ne sortait. J'avais vendu ma maison. Je lui avais tout donné. Je lui avais fait confiance parce que c'était mon fils. Maintenant, il ne me restait qu'une petite valise et une écharpe. Plus de maison, plus d'argent, plus de famille. L'aéroport me semblait trop grand, trop bruyant. Je me sentais minuscule, perdue dans une foule d'étrangers. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais plus de crédit sur mon téléphone, personne à appeler et nulle part où retourner. Même la femme au comptoir me regardait comme si je n'étais pas à ma place. L'agent parla de nouveau. « Madame, avez-vous quelqu'un à appeler ?» J'ai secoué la tête. « Non, je n'ai personne. » Il hésita, puis se leva. « Venez avec moi. Vous ne pouvez pas rester ici. Je vais vous emmener dans un endroit sûr. » J'ai hésité. Je n'étais jamais partie avec un inconnu. Mais sa voix était douce. Je me suis levée lentement, m'appuyant sur la chaise pour garder l'équilibre. Il a porté ma valise et a marché à mes côtés. En avançant dans l'aéroport, je me sentais gênée. Les gens couraient, riaient, prenaient des photos.
Et moi, j'étais là, une vieille femme marchant à côté d'un agent de police comme une enfant perdue. Nous nous sommes arrêtés près du parking. Il a ouvert une petite voiture et m'a aidé à m'installer. « C'est un court trajet », a-t-il dit. Il s'appelait Miguel. Il m'a dit qu'il vivait avec sa femme, Elena. Il parlait d'elle avec tendresse. Elle travaillait dans une petite bibliothèque et aimait faire du pain le dimanche. « J'expliquerai tout, a-t-il dit. Elle comprendra. » J'ai hoché la tête, encore trop choquée pour dire quoi que ce soit. Quand nous sommes arrivés chez lui, Elena a ouvert la porte avant même qu'il ne frappe. Elle avait l'air surprise, mais elle a souri avec gentillesse. Elle m'a accueilli sans poser de questions. Elle a pris mon manteau, m'a aidé à m'asseoir sur le canapé et m'a couverte d'une couverture chaude. Puis elle a préparé du vrai thé, pas celui des machines, mais du vrai thé. Quand j'ai tenu la tasse chaude, mes mains ont arrêté de trembler. Miguel parlait doucement à Elena dans la cuisine. Je n'essayais pas d'écouter, mais j'ai entendu quelques mots. Aéroport, seul, abandonné. Elena me regardait parfois avec des yeux doux et tristes. Plus tard, elle s'est assise à côté de moi. « Vous êtes en sécurité maintenant » a-t-elle dit doucement. « Ne vous inquiétez pas. » J'ai hoché la tête et des larmes ont coulé sur mes joues. Je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Peut-être la tristesse, peut-être la colère, peut-être le soulagement, peut-être tout en même temps. Cette nuit-là, ils m'ont laissé dormir dans la chambre d'amis. Elena m'a apporté des serviettes, un pyjama propre et même une petite plante posée près de la fenêtre. « Pour la paix », a-t-elle dit. Je suis restée allongée dans le lit, fixant le plafond. Je pensais à Daniel volant au-dessus des nuages. Je me demandais s'il pensait à moi. Je me demandais s'il avait tout prévu depuis le début. Je n'ai pas pu dormir. Les souvenirs m'empêchaient de fermer l'œil. Le lendemain matin, Miguel était déjà parti travailler. Elena m'a préparé le petit déjeuner, du pain frais, du fromage et du lait chaud. Elle m'a demandé si je voulais aller me promener. J'ai dit que je n'étais pas prête. « Prenez votre temps », a-t-elle dit. « C'est votre maison maintenant. Il n'y a pas d'urgence. » Je suis restée toute la journée assise près de la fenêtre à regarder les arbres. Je tenais l'écharpe de caviar contre moi et je n'arrêtais pas de me demander « Qu'ai-je fait de mal ?» Mais il n'y avait pas de réponse. Les jours passèrent. Chaque soir, Miguel rentrait à la maison avec un petit quelque chose pour moi. Un cahier de jeu, des fruits ou une brosse à cheveux. Il ne me demandait jamais rien en retour. Elena me traitait comme une mère, pas comme une invitée. Un soir,
Miguel est rentré pâle. Il marchait lentement, la tête baissée. Elena l'a tout de suite remarqué et l'a suivi dans la cuisine. Je me suis tenue dans le couloir et j'ai écouté. Sa voix était basse et remplie de douleur. Vol Q78. Il s'est écrasé. Elena a haleté. Aucun survivant. Miguel n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit « Tous partis ». Mes jambes se sont affaiblies. Je suis retournée dans le salon et je me suis assise, fixant le mur. Il ne me l'avait pas dit plus tôt. Il ne voulait pas me faire plus de mal. Il pensait que j'avais besoin de temps. Et peut-être que c'était vrai. Car même si Daniel m'avait profondément blessée, même s'il m'avait abandonnée, il restait mon fils. Je priais encore pour lui. J'espérais encore qu'il reviendrait un jour. Miguel est venu s'asseoir à côté de moi. Je n'ai pas posé de questions. Je savais déjà. Je l'ai regardé et j'ai dit « Merci de ne pas me l'avoir dit avant ». Il a hoché la tête. Je voulais vous laisser vous reposer d'abord. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence pour qu'Elena ne m'entende pas. J'ai pleuré pour le fils qui m'avait laissé et pour le petit garçon que j'avais autrefois tenu dans mes bras. J'ai pleuré pour la trahison, la tristesse, mais aussi pour autre chose. J'ai pleuré parce que je n'étais plus seule. Je n'avais plus de famille par le sang maintenant, mais j'avais quelque chose de nouveau. Miguel et Elena m'avaient donné ce que mon propre fils ne m'avait pas donné, de l'attention, de la tendresse et de l'honnêteté. Un jour, Elena m'a demandé si je voulais retourner dans mon ancien village, à la maison. J'ai secoué la tête. Cette maison est déjà partie, ai-je dit. Mais j'ai trouvé un nouveau foyer ici. Les jours commencèrent à devenir plus doux. La douleur dans mon cœur ne disparut pas, mais elle devint plus calme, comme une chanson qui ne fait plus pleurer. Je pensais encore à Daniel chaque matin. Je gardais une photo de lui enfant sur ma table de nuit. Mais maintenant, quand je la regardais, je ne demandais plus pourquoi. Je murmurais simplement « J'espère que tu as trouvé la paix ». Elena m'a doucement intégrée dans sa vie comme on plante une fleur avec soin. Elle ne m'a jamais forcée à rien. Elle m'invitait simplement, petit à petit. Un matin, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à plier le linge. Un autre jour, elle m'a proposé de l'aider à faire du pain. Mon pain ne lève jamais comme celui de ma mère, a-t-elle dit. J'ai souri et je lui ai dit « Il faut d'abord réchauffer le saladier ». Ce jour-là, le pain était parfaitement réussi. Nous avons ri comme des enfants. Miguel travaillait encore de longues heures, mais il me rapportait toujours de petits cadeaux. Un recueil de poèmes, une écharpe avec des fleurs comme dans mon ancien jardin, ou un pot de confiture d'abricots.
Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque cadeau portait de l'amour. Un soir, je lui ai dit « Tu me fais penser à Javier ». Ses yeux se sont attendris. « C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite », a-t-il répondu. Le dimanche, nous allions tous au parc. Elena préparait des sandwichs et des pommes. J'apportais du thé à la menthe dans un thermos. Nous nous asseyions sous les arbres et regardions les familles passer. Des enfants riaient, des chiens aboyaient. Je restais tranquillement assise sur le banc. Je n'étais plus invisible. Un soir, nous sommes passés devant un petit centre communautaire. Une pancarte disait « Bénévoles recherchés. Aidez les personnes âgées. Transmettez un savoir. Partagez une histoire. » Elena s'est tournée vers moi et m'a dit « Tu as tellement d'histoires, Claire. Tu veux essayer ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas sûre que cela intéresse quelqu'un. Mais une petite étincelle en moi a chuchoté. Peut-être. La semaine suivante, j'ai visité le centre. Ça sentait la soupe et la peinture fraîche. Une femme nommée Carmen m'a accueillie avec une étreinte chaleureuse. Elle m'a demandé si je pouvais donner un cours de cuisine. De la cuisine française simple. Quelque chose de chaud et facile. J'ai souri. Je connais un ragoût de lentilles qui ramène des souvenirs. Chaque mercredi après cela, je mettais un tablier propre et j'enseignais à 5 femmes âgées et 2 jeunes étudiants. Je leur montrais comment couper les oignons sans pleurer, réussir du riz parfait et plier la pâte feuilletée comme il faut. Ils m'appelaient Madame Claire. Cela faisait des années qu'on ne m'avait pas appelée ainsi. Je racontais aussi des histoires sur Javier, sur mon jardin, et oui, sur Daniel. Je ne parlais pas avec colère, je partageais ma vérité avec douceur. Certaines hochaient la tête, d'autres écoutaient en silence. Une jeune fille a dit « Vous devriez écrire votre vie ». J'ai ri. Qui voudrait lire ça? Mais ces mots sont restés avec moi. Un jour, en allant au marché, j'ai vu un cahier bleu dans la vitrine d'une librairie. Il avait de petites étoiles blanches. Je suis entrée, je l'ai acheté avec les pièces dans ma poche et je l'ai ramené chez moi. Ce soir-là, j'ai commencé à écrire, pas pour les autres, pour moi. J'ai écrit sur mon enfance, sur mon amour pour Javier, sur la main de Daniel quand il était bébé. J'ai écrit sur le silence, sur les coups frappés à la porte et sur la trahison. J'ai écrit sur la gentillesse, sur la perte d'un fils, mais la découverte d'un foyer. Chaque page terminée allégeait un peu mon cœur. Un jour, Miguel a trouvé le cahier. Je l'avais laissé sur la table. Il ne l'a pas ouvert. Il a juste glissé un marque-page à l'intérieur et a dit « Quand tu seras prête à le partager, je serai heureux de t'écouter. »
Elena a planté un petit jardin dans l'arrière-cour. Elle a dit que cela lui rappelait le mien. Elle m'a laissé choisir les graines, des œillets d'Inde, de la lavande, du romarin. Elle a même construit un banc en bois juste à côté. Chaque matin, je m'y asseyais pour regarder le soleil se lever. Un après-midi, Miguel est rentré avec un cadre photo. Il montrait nous trois assis sur un banc dans le parc. Quelqu'un du centre avait pris la photo. En dessous, il avait écrit soigneusement « Notre Claire, notre famille ». J'ai pleuré, pas de tristesse, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qui guérissait. Le temps a passé, 1 an, puis 2. Je suis devenue partie intégrante de ce nouveau monde. Les gens du marché connaissaient mon nom. Les enfants du centre me serraient dans leurs bras. Mon cours de cuisine s'est agrandi. Je n'enseignais pas seulement la cuisine, j'enseignais l'amour et la mémoire. Je pensais encore à Daniel parfois. Je rêvais de lui, mais pas comme de l'homme qui était parti. Je le voyais comme le petit garçon qui courait dans le jardin en criant « Maman, regarde !» Cette version faisait moins mal. Un soir, au dîner, Elena m'a demandé « Tu te demandes parfois à quoi ta vie ressemblerait si Daniel n'était pas parti ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu « S'il n'était pas parti, je ne serais pas ici. Je ne t'aurais pas rencontré. Je n'aurais pas compris que la famille, ce n'est pas toujours le sang, c'est l'amour. » Miguel a tendu la main et a pris la mienne. Et à cet instant, j'ai su, j'avais perdu un fils, mais j'avais trouvé quelque chose d'aussi précieux. L'amour, un foyer, et des gens qui me voyaient. Tout ce qui nous brise ne nous détruit pas forcément. Parfois, les fissures laissent entrer la lumière. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. D'autres histoires vraies et émouvantes arrivent bientôt. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.